Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la transition du centre de contact dans le cloud, ou plus exactement, comment réussir cette transition. Alors, je suis ravi parce que j'ai avec moi deux interlocuteurs de qualité. Déjà, Myriam Deval. Alors, Myriam, tu es responsable de la practice Customer Success Management sur Genesis Cloud et pour Orange Business Services. Bonjour Myriam. Bonjour. Et Maxime Tran. Alors Maxime, toi tu es responsable développement produit MOA sur les sujets de centre de contact cloud pour Genesis notamment et toujours chez Orange Business Services. Bonjour Maxime. Bonjour à tous. Bonjour, en ce qui me concerne, moi je suis Mickaël Braca et je suis Opportunity Manager chez Orange Business Services. Alors je disais que j'étais ravi de vous voir parce que toi Myriam, dans ton activité, tu discutes beaucoup avec les directions métiers, les directions business, alors que toi Maxime, ton activité t'amène à discuter beaucoup avec les directions IT et les DSI. Donc je pense que à vous deux, on devrait avoir une vision assez globale, des bonnes pratiques et des conseils pour réussir cette transition vers le cloud. Alors, je vous propose de commencer tout de suite, si vous êtes prêts. Alors, moi, j'ai une première question pour toi, Myriam. Déjà, quand tu es face à toi un client qui est dans sa phase de réflexion, quel est le premier conseil que tu lui donnes? Eh bien, le premier conseil que je lui donnerai, c'est de ne pas prendre le sujet sur le spectre du centre de contact uniquement. Et il faut voir le sujet plutôt relation client globale. Il y a plusieurs axes de réflexion dans la relation client et au final, le centre de contact n'est qu'un maillon de cette réflexion. Il y a aussi, par exemple, le parcours du client qui va inclure les points de contact physiques, des points de contact digitaux. Il y a éventuellement une réflexion sur l'exploitation de la data, et cetera. Et puis, je dirais que le sujet n'est pas une migration vers le cloud ou pas, parce que le cloud facilite le raisonnement. Il va éliminer un certain nombre d'obstacles qu'on avait par rapport à des solutions classiques, mais ça reste qu'un seul angle de vue. Il faut vraiment raisonner de bout en bout. Et pour ça, je vois 2 manières. Ou bien réaliser une analyse, de ce parcours de bout en bout pour aboutir à une vision globale, de votre besoin de la relation client ou alors tester ses idées sur le terrain et avancer pas à pas. Pour ça, il faut s'appuyer sur des POC ou des proof of concept pour pouvoir valider chaque étape. Alors, tu parles de proof of concept. Toi, Maxime, dans ton activité, tu participes à beaucoup de POC auprès des clients d'Orange Business Services. Quels sont pour toi les apports d'un POC? Oui, pour moi, il faut vraiment tester ces idées à travers ce POC et souvent on propose donc des POC qui se déroulent sur une période de 15 jours à un mois. L'objectif principal, c'est d'avoir une première vue avant l'implémentation. Euh, le but, c'est d'anticiper sur les points sensibles du futur projet de transformation. Par ailleurs, le client pourra découvrir plus en détail le fonctionnel qui pourrait entraîner des adaptations ou en tout cas des précisions à revoir avec les équipes métiers par rapport aux besoins, on va dire, initiaux et aux formations. Et tout cela permet d'anticiper surtout la conduite du changement, qui est un point très important, car le client pourra se projeter. Et Maxime, du coup, est-ce que les clients te demandent toujours le même type de POC ou tu as différentes typologies de POC qui se dessinent? Alors, nous, avec le retour du terrain, on a recensé les deux grosses catégories de demandes. Et c'est pour cela que nous, on propose donc deux types de proof of concept. Le premier, ce qu'on appelle ça un POC standard. Le but, c'est vraiment de mettre à disposition un environnement d'évaluation à nos clients et il aura la possibilité donc de tester le fonctionnel disponible donc sur la solution Genesis Cloud. Dans un autre côté, on a ce qu'on appelle un POC étendu. Le client, lui, sera amené à aller un peu plus loin dans le cadre de cette évaluation et par exemple tester les interconnexions avec d'autres systèmes qui sont, on va dire, en interne, type un CRM par exemple. Merci Maxime. Alors, je propose rester dans cette phase de réflexion et de cette phase et dans cet outil du POC, mais Mm. revenir peut-être vers toi, Myriam. Maxime a abordé un peu les sujets un peu techniques sur le POC. Toi, de ton côté, avec les directions métiers, quelles sont finalement les erreurs les plus courantes que tu vois sur les proof of concept?
L'erreur la plus courante, c'est qu'on ne consacre pas assez de ressources pour ce POC. Et dans ce cas-là, il faut vraiment se faire accompagner. Si vous n'avez pas assez de temps disponible sur la durée du POC, l'idée, c'est de pouvoir cadencer l'exercice et en tirer un maximum en peu de temps. Donc, comme disait Maxime, un POC, c'est 15 jours, un mois, donc c'est court. Mais pendant ce temps-là, il faut absolument inclure les métiers sur cette durée pour que ce soit pleinement productif. Une autre erreur courante qu'on peut voir aussi, c'est de vouloir mettre en place toutes les fonctionnalités cibles dès le début du projet, alors que justement, le cloud, ça permet une simplification, un découpage plus modulaire des fonctionnalités qu'on pourrait mettre en place dans un centre de contact. Merci, Myriam. Restons dans la phase de réflexion, mais cette fois-ci en prenant un peu plus de recul. Maxime, je te pose la même question que j'ai posée à Myriam au démarrage. Toi, quels sont les premiers conseils sur cette phase de réflexion que tu donnes à une DSI, mais de manière globale, sur ce type de projet? Alors, sur ce type de projet de transformation, pour moi, il est quand même important de bien démarrer et donc de bien choisir l'architecture. Et pour cela, il faut idéalement se faire conseiller. Le but, c'est de prendre en compte toutes les exigences techniques et métiers. Ce choix-là est important parce que grâce à la solution Genesis Cloud, on a différentes possibilités ou designs, en tout cas pour répondre à ces exigences, avec bien sûr les avantages et les inconvénients. Par exemple, on peut citer l'exemple des edge physiques ou des edge virtuels. On a aussi des edge en microservices, donc ça fait énormément de choses, on va dire, à appréhender et pour lesquelles on a, comme on a dit, des avantages et inconvénients. Et bientôt, on a aussi l'arrivée donc du modèle hybride qui va pouvoir offrir d'autres possibilités. Sur ce choix, on ne va pas considérer que on va dire les aspects techniques, comme je l'ai dit, donc les call flows de voix ou en tout cas la QoS, la redondance, qui sont bien sûr à prendre en compte, mais il y a aussi d'autres aspects. On peut citer en exemple tous les aspects de coût. On va comparer le CAPEX versus OPEX, aussi comprendre ce qu'on a comme coût à l'usage versus des coûts fixes qu'on a habituellement de payer. Deux autres thèmes qui me semblent importants, en tout cas à aborder, il y a la flexibilité du choix de l'opérateur. Comment choisir le meilleur opérateur par rapport aux besoins, si c'est un opérateur local, global, ou idéalement privilégier un autre opérateur bien ciblé. Et le dernier point, c'est les contraintes légales. En France, supposons qu'on a, pour un client français, un besoin de déploiement sur un international. Et pour ce faire, il y a des contraintes sur chacun des pays qu'il faudra prendre en compte et bien sûr répondre avec le meilleur design qui pourra adapter donc, à ce besoin de contraintes légales. Et Maxime, du coup, avec cette vision technique, est-ce que tu apportes également des recommandations, mais cette fois-ci sur des aspects plus organisationnels pour une DSI ou pour un client? Oui, donc avant tout, il faut pour moi vraiment changer de mindset des équipes vraiment en avance de phase. En effet, souvent les équipes IT raisonnent un peu comme avant et on ne peut pas, par exemple, avoir toutes les exigences ou toutes les évolutions et corrections à la date demandée. Ça ne fonctionne plus comme ça. Je peux citer par exemple le release management du service cloud. Le fonctionnement actuel n'est plus, on va dire, communiqué à l'avance avec donc les release notes. On découvre les release notes le jour même où on va dire la nouvelle version est mise à disposition. Cependant, sur des changements majeurs, le fournisseur, donc ici Genesis, anticipe sur la communication. Oui, et d'où l'intérêt de l'accompagnement abordé précédemment. L'idée, c'est qu'on puisse identifier dès que possible des fonctionnalités qui vont être non reproduites à l'identique ou bien celles qui vont éventuellement impacter le fonctionnement des équipes de la relation client. Bah, merci pour cette vision. Alors, on a abordé voilà, les conseils que vous avez, les astuces pour réussir sa réflexion. Maintenant, on part du principe que la réflexion, elle est prise. Enfin, la réflexion est finie, la décision est prise, et le client, maintenant, va se lancer dans son implémentation. Alors, Myriam, pour toi, quand tu rentres dans cette phase-là avec une entreprise, même question, quel est le premier conseil que tu lui donnes avant de lancer son projet? Eh bien, on l'a déjà évoqué, c'est anticiper la conduite du changement.
Comment? En prévoyant des formations dès le début du projet, former les personnes impliquées dans la mise en œuvre, du projet et aussi dans les personnes impliquées dans la conduite du changement. Il faut qu'elles soient à l'aise avec l'outil, il faut qu'elles soient à l'aise avec les fonctionnalités de l'outil pour qu'elles puissent devenir, des relais, du projet en interne et qu'elles puissent être dans la continuité. L'autre conseil que je peux donner, c'est être accompagné, lors de l'implémentation fonctionnelle pour identifier les sujets qui peuvent créer des tensions, des dysfonctionnements dans l'organisation. Et tu peux nous donner, Myriam, des exemples plus précis sur voilà, des causes d'insatisfaction lorsque justement on ne suit pas ces préconisations? Oui, je vais illustrer mon propos avec un exemple, celui des rôles qui vont être créés dans ce système. C'est quoi un rôle? C'est, le rôle d'un superviseur, agent, animateur, formateur ou administrateur et cetera. Les rôles peuvent poser, dans certains cas, une problématique d'étanchéité des vues des agents, des vues des enregistrements, parce qu'une équipe n'est pas supposée, voir les données d'une autre équipe ou même pouvoir la manipuler. Et il faut en parler le plus rapidement possible dans le projet pour pouvoir rassurer les acteurs qui vont utiliser l'outil, mais aussi pour pouvoir mettre en place une configuration adaptée. Et c'est ça, hein, appréhender l'outil en phase projet, c'est pouvoir justement démarrer ce genre de discussion, comme sur les statistiques aussi, parce que ça peut avoir un impact sur les call flows. Pourquoi les statistiques? Parce que certes, elles sont standards, dans la plupart des outils, mais c'est pas parce qu'elles sont standards que l'implémentation va être standard aussi. Merci. Et toi, Maxime, côté IT, est-ce que tu as aussi d'autres erreurs courantes qui sont à éviter dans cette phase d'implémentation? Alors pour moi, hein, pour préparer le projet de transformation, il y a vraiment deux notions que je mettrai en avant dans ces recommandations. La première, c'est vraiment bien maîtriser toute cette phase, on va dire, de migration vers la solution cloud. Et pour cela, hein, il y a, les interlocuteurs cloud proposent maintenant ce qu'on appelle des ramp-up périodes. Donc, c'est une durée sur laquelle le client pourra, on va dire, migrer sa solution vers la solution cloud. Chez Genesis, on a nouvellement, on va dire, renommé en head start, pardon. Pour cela, le client disposera de 4 mois, en tout cas minimum, pour pouvoir faire ce projet de migration. Le but, hein, c'est de pouvoir, on va dire, faire une montée en charge progressive et permettre au client d'être, on va dire, facturé uniquement dès lors où on va vraiment utiliser la solution, pleinement la solution. Donc après les 4 mois, donc ici de ramp-up. Et le deuxième point qui est important à prendre en compte, c'est pour moi, c'est vraiment bien adapter sa stratégie de migration. Et pour ce faire, il faut vraiment utiliser les outils, les fonctionnalités mises à disposition par l'éditeur cloud. Donc les outils de migration avec des imports de masse au niveau des données, par exemple, ou vraiment vérifier les fonctionnalités qui vont pouvoir permettre de faciliter donc les phases de test sur cet environnement de cloud. Merci, Maxime. Donc, avec vos conseils, voilà, le client et l'entreprise est à même maintenant de réussir son projet, son implémentation. Et puis, elle rentre dans une troisième phase, qui est la phase finalement la plus importante, c'est la phase de vie de solution. Et c'est là où tout commence. C'est là où tout commence, tout particulièrement pour les utilisateurs qui vont maintenant utiliser cette nouvelle solution. Alors, quand on rentre dans cette troisième phase, quel conseil donnerez-vous donc à une entreprise? Une fois que le projet est fini, c'est vraiment à ce moment-là que le travail de transformation va commencer, hein. On avait dit, rappelez-vous, on avait conseillé de débuter, le travail de faire un travail par module, pardon, et de faire grandir ou évoluer son centre de contact de manière agile. Et donc c'est maintenant qu'il faut commencer à le faire. Il faut adopter la stratégie des petits pas. Et, et les entreprises, pour toi, Myriam, elles sont autonomes pour justement avancer de cette manière-là? Ça va dépendre des compétences de ces entreprises en interne, hein. En tout cas, pour celles qui ne sont pas, autonomes, on leur recommande d'être accompagnées pour faire ces évolutions. Parce que surtout, il faut le faire de manière, méthodique, quantifiée et maîtrisée dans le temps pour que ce soit utile.
Nous, ce qu'on recommande, c'est de le faire en 3 étapes claires. C'est définir un objectif métier clair, d'y associer un KPI ou plusieurs d'ailleurs, et de définir la trajectoire qui va permettre d'y arriver. Et c'est une démarche qui s'applique parfaitement pour résoudre une problématique ponctuelle que rencontrerait l'entreprise. Je vais peut-être, vous donner un exemple, c'est celui d'un client qu'on a, accompagné avec cette démarche. Lors de la crise sanitaire en 2020, il avait vu, son nombre de contacts, augmenter significativement, essentiellement les appels. Il n'avait pas réellement de possibilité d'augmenter les effectifs en face pour y faire face. Pour l'aider, on a défini donc, son objectif, pour pouvoir, résorber ses flux. Donc l'objectif pour lui, c'était réduire, 10 des appels et atteindre un taux de réponse de 80 minimum. Et puis pour y arriver, on a étudié un certain nombre de cas d'usage, qui étaient pertinents dans son cas et qui ont été priorisés. Et grâce à ça, on a mis en place un certain nombre de fonctionnalités, du callback, du self-service sur l'IVR. On a accéléré la mise en place, du canal mail et toutes ces fonctionnalités, une fois mises en place, elles ont permis de résorber ces volumes, additionnels de manière progressive. En tout cas, aujourd'hui, le centre de contact a un meilleur équilibre. Merci Myriam. Alors, tu parles beaucoup de méthodologie. On voit que c'est vraiment très important dans la vie de solution également. Est-ce qu'il y a aussi d'autres outils qui peuvent être utiles pour une entreprise et qui va lui permettre également d'être performante dans son évolution et dans son usage de la solution au quotidien? Oui, pour beaucoup de clients, on travaille aussi sur la base de démonstration. C'est vraiment une manière, intéressante pour co-construire un cahier des charges sur des fonctionnalités bien précises en vue de solution. Je vais vous donner un exemple, on avait travaillé avec un client, qui avait initialement mis en place la gestion des emails sur Genesys Cloud, mais très vite, il a vu sa QoS mail, baisser. On avait déjà identifié avec lui que c'était une problématique d'usage parce que les utilisateurs se sont plaints, ils ont remonté des fonctionnalités qui étaient, perdues par rapport à leur outil précédent qui était Outlook. Cette baisse a pu, être rattrapée après une démo détaillée qu'on a faite, sur la fonctionnalité email. On est arrivé avec des use cases personnalisés et ce que ça nous a permis, c'est surtout de valider les demandes du client parce qu'il a pu visualiser ce qui allait être mis en place en réel et aussi on a pu en discuter, tout de suite et l'aider à adapter ses usages, pour ce nouvel outil. Ouais, donc on voit que la démonstration, c'est un outil très puissant pour projeter le client et lui faire gagner en maturité rapidement. Maxime, toi de ton côté, comment tu t'y prends? Quelles sont les astuces pour réussir ces démonstrations? Alors, au niveau des démonstrations, nous, on propose dans un premier temps aux clients vraiment de suivre les nouveautés au niveau de la roadmap en tout cas de l'éditeur cloud. Euh, une fois qu'on a, on va dire, connaissance de ces nouvelles fonctionnalités disponibles, je parle bien de fonctionnalités disponibles, le but c'est de, on va dire, brainstormer et de proposer donc des évolutions liées donc à la solution donc de gestion de relations clients. Euh, pour ce faire, moi, ce que je propose souvent, c'est demander aux clients d'avoir un environnement de lab. Il est fortement conseillé, en tout cas, d'évaluer, d'expérimenter ces nouvelles fonctionnalités sur, on va dire, un environnement dédié pour cela. Toutefois, si certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles, et on sait, même si c'est prévu dans la roadmap, elles ont du mal souvent à être, en tout cas, à arriver en temps et en heure. Moi, je ne vois pas ça comme une contrainte, mais en revanche, voir dans quelles autres mesures on peut pouvoir proposer en tout cas ces fonctionnalités. Donc, soit il y a deux aspects, soit en consultant la marketplace donc de l'éditeur, parce qu'il y a plein de, on va dire, de partenaires qui développent en tout cas des applications en plus par rapport à la solution cloud. Ou sinon, on peut, si on a vraiment un besoin très spécifique, de faire un développement en s'appuyant bien sûr sur les API proposées par l'éditeur. Merci Maxime. Merci Myriam. On arrive à la fin de cette interview. Alors, grâce à vous, on a
Je pense qu'on a pris beaucoup d'astuces et de conseils pour bien réussir son projet de transformation de centre de contact dans le cloud, aussi bien sur les phases de réflexion, sur les phases d'implémentation, mais aussi les phases de vie de solution. Si on devait faire une conclusion, je vous laisse chacun peut-être en une phrase seulement, résumer un peu une idée principale que vous souhaiteriez utiliser pour conclure. Eh bien, je dirais que la migration vers le cloud, c'est vraiment un projet métier et non pas un projet IT. Et de mon côté, moi, je dirais que le cloud apporte beaucoup d'innovation, de flexibilité, mais l'entreprise doit prendre ça comme un projet, on va dire, d'évolution continue. Donc, c'est un changement de paradigme, il n'y a pas de fin. Donc, il est important vraiment de travailler de manière agile. Merci à vous deux. Bah, de mon côté, pour conclure, je peux peut-être juste parler d'une nouveauté chez Orange Business Service qui est sortie il y a quelques jours. C'est le test de la maturité de la relation client qui peut être très utile pour les personnes qui nous écoutent. Parce qu'on voit, vous écoutez, que effectivement, bah, les projets ne sont pas si simples que ça et qu'il faut avoir certaines prises de recul. Et si vous allez sur le portail d'Orange Business Service, vous aurez accès, en tapant diagnostic de la relation client, accès à un questionnaire. Et suite à ce questionnaire, vous recevrez du coup un diagnostic accompagné de conseils personnalisés qui pourront vous aider dans vos projets de transformation de la relation client. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.